Bonjour, je m'appelle Antoine Jacobson. Comment dire, je ne sais pas si vous allez vous réjouir autant à la fin de ma présentation, parce que un certain nombre de, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec mon approche ou ce que j'essaye de faire. Mais vous me le direz ou pas à la fin. Alors, le premier plan, je vais aller assez vite au début, vous allez voir, on va ralentir au fur et à mesure. Et je vais essayer de garder un peu de temps, éventuellement, pour des questions vers la fin. Donc le premier plan du potager, ce n'est pas le même qui est présenté dehors, qui est le vrai premier plan dehors, mais c'est compliqué à expliquer. C'est que le premier plan publié du potager du roi est en miroir. Et donc, quand on le présente, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut expliquer que les orientations cardinaux ne sont pas les bonnes. Donc, Bernard m'avait demandé quelque chose sur les étapes, il m'avait même quasiment imposé un plan, et j'ai gardé le plan, mais j'ai changé le contenu. Il m'avait dit, je veux un truc qui explique comment le jardin a évolué, donc 17e, 18e, 19e. Et j'ai dit, quelque part, il n'a pas tort. Donc je suis resté sur ça, mais j'ai changé le contenu de ce qu'on avait déterminé ensemble il y a quelques mois. Un petit plan, je vais essayer d'être encore plus pédagogique que je sais faire d'habitude. Donc un plan en 4 parties, quasiment scientifique, genre colloque scientifique, avec une introduction, une méthode, une sorte de résultat et une discussion. C'était juste pour vous le rappeler, vous verrez, on va rester dessus. On va commencer par un tour du jardin, le placer, donc la petite flèche rouge, pour vous placer le potager du roi. Ce sur quoi je voulais insister, c'était son caractère urbain. Un peu, genre, c'est une des choses par rapport à Prangin aussi, c'est l'insertion de ces potagers de châteaux dans leur milieu villageois ou de bourg ou de ville nouvelle dans ce cas. Je voulais vous montrer, on va dire, quelques étapes très rapides du potager. C'est une image que je pense que Florent a montrée hier aussi. Ça, c'est la version colorée. C'est une perspective du sud vers le nord. On va dire autour de 1700. Ça, c'est une perspective de l'est vers l'ouest. Alors oui, je reviens en arrière. Je voulais, encore une fois, souligner le caractère urbain. Je voulais aussi souligner la présence de verre sur ce qu'on appelle le côté nord du jardin. Le côté nord étant maintenant à droite, quand on regarde de l'est vers l'ouest, on voit un peu moins la ville, mais on voit plus l'inscription par rapport à la pièce d'Odé suisse. Et ça, c'est une vue faite par 2 étudiants de l'école de paysage l'année dernière, une sorte de vue d'oiseau qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on voit quand on monte sur la cathédrale Saint-Louis, qui a 60 ans de moins que ce jardin, au-dessus de laquelle, d'où on a une des meilleures vues, mais qui a été construit après le jardin. Ça donne ça, quand on prend un peu plus de hauteur. On voit l'inscription de nouveau par rapport à la ville, on voit la dimension du potager et la dimension du château, l'orangerie. Et pour moi, ça c'est assez important, c'est réaliser que, si je vais réussir là, que le potager, la pièce d'eau et l'orangerie, en réalité, sont une seule pièce technique. On les a séparés aujourd'hui, mais en termes de fonctionnement, que ce soit agronomique ou que ce soit de responsabilité au XVIIe siècle, c'était une seule pièce. Je fais l'aller-retour juste pour que vous le repérez. En réalité, l'école de paysage, qui est le gestionnaire de ce site aujourd'hui, utilise comme logo le dessin du potager. Et pour moi, c'est très important, parce qu'on me pose souvent la question de qu'est-ce que fait une école de conception, une école de formation de concepteurs, non pas de jardiniers, dans un potager historique. On est face à des gens qui passent la plupart de leur temps à créer des espaces, à faire des espaces, on va dire, nouvelles ou nouveaux, à partir d'une expérience d'au moins 3 ans dans un espace historique. Vous allez voir, on va y revenir. On va faire donc ce tour très très rapide dans le jardin du printemps à l'automne, et pour moi il est primordial de dire que ce jardin n'existe qu'à travers ses jardiniers. Donc on va dire palissage avant floraison, donc vraiment début de sortie d'hiver, sur des pêchers qu'on ne taille pas pendant l'hiver, on les taille à ce moment-là, récolte asperges, des voiles au moment de la floraison, des voiles en plastique, au moment de la floraison des poiriers au printemps, en regardant donc, là c'est le coucher de soleil, en regardant vers l'ouest, la floraison sur pêcher à gauche, sur poirier à droite,
On utilise des motoculteurs, mais c'est toujours des jardiniers. On pourrait parler de ça parce qu'on continue à cultiver des pommes de terre butées, mais on cultive aussi des pommes de terre simplement placées sur le sol et couvertes de paillage. Les fraises et moi ont une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour dans ce jardin des fraisiers aussi par rapport à d'autres. Pas que les fraises, des choux, que ce soit ce que les gens aujourd'hui appellent les choux portugais. Je l'ai entendu hier, ça m'a fait sourire, mais les choux non paumés étaient partout, pas que en Portugal. Ou un chou Milan de Pontoise, un peu dégénéré par rapport à son type, mais c'est pas très grave. Une production à l'automne où j'aime bien cette photo parce que ici, je vais retrouver mon pointeur, s'il veut bien là. Ici, vous avez du sucrine du berry qui est une variété identifiée, on va dire comme telle, début du XXe siècle, mais dont on a des dessins qui ressemblent par quelqu'un qui a cultivé au potager du roi au XVIIIe siècle, et à côté des rouges d'Hokkaido, que tout le monde croit être du potimarron, et qui est donc considéré comme un truc récent, mais qui est une variété des années 1950. Les enfilades, le côté jardin coupé, que Florent mentionnait hier, ainsi qu'une collection plus ou moins traditionnelle. Je ne peux pas résister, mon pointeur ne veut pas marcher, mais bon, en haut à gauche, quelque chose que Bernard devrait pouvoir, on va dire, identifier, 17 en gueule ou alors petit muscat. Il y a quand même un intrus là-dedans. Est-ce que Bernard le trouve? Le Nachi. Eh bien oui, merci. Hein? Rapport au journal publié? Oh, c'est en partie pour ça, mais c'est aussi pour dire qu'on s'intéresse à la nouveauté, ou en tout cas aux choses qui arrivent après. On en parlera encore. La même chose là, la capucine tubreuse, et vous remarquerez que j'y insiste, sans jardinier, ça ne fonctionne pas. Christine Dufour devant la Cantini, le matin dans le jardin, on arrive vers l'hiver, on voit les formes, des formes ou en gobelet demi-tige ou en vase médicine, qui est vraiment une forme très liée au XIXe siècle. Les palmettes Legendre, qui encadrent tous les carrés du grand carré, donc la partie centrale du jardin, que beaucoup de gens disent être décrits au XVIIe siècle dans le texte de Legendre, manière de cultiver des arbres fruitiers, 1652, juste après le jardinier François de Bonnefond. Non, mais on en reparlera un autre jour sur l'histoire des formes. Ce n'était pas mon but aujourd'hui, on pourra le prolonger. Moi, quand je vois ces arbres, je ne peux pas voir autre chose que des jardiniers qui travaillent. Et notre meilleure personne à la formation des arbres fruitiers est une femme, elle s'appelle Julie. J'adore le fait qu'elle taille avec les ongles peints en noir. Je trouvais très important d'insister, je l'ai déjà dit, sur le fait que c'est une école. Et donc ça, c'est une petite collection de nos enseignants et qui comprennent un grand nombre de personnes plus ou moins connues et qui couvrent, on va dire, le globe. Des gens qui ont fait des jardins à Shanghai, à San Francisco, à Dubaï, tout comme à Versailles ou à Genève. Et dans ce jardin, on a fait le tour rapidement, il y a aussi ça, qui se passe tous les jours. Ils vont même dans le jardin pour dessiner, mais aussi pour apprendre au-delà on va dire de la conception, pour essayer de comprendre ce sur quoi ils travaillent. Et j'aime bien cette photo parce que là, vous voyez les sables de Fontainebleau, qui sont ce sur quoi est bâti le jardin. C'est aussi un lieu d'exposition, on est ouvert au public. J'ai encore vu l'autre jour, ça vous concerne moins vous, mais encore une journaliste du Monde qui a dit que le potager du roi était rarement ouvert à la visite. Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, on est ouvert à la visite du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Je n'arrive pas à savoir pourquoi les gens ne comprennent. Voilà, j'arrête. Mais si, je comprends en même temps. C'est parce qu'il y a un mur autour. Mais ça fait quand même depuis 1994 que c'est ouvert régulièrement, depuis 2004 que c'est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. J'arrête. On a fait un tour, j'ai fait exprès de vous montrer des belles photos. Mais cette présentation et sa suite est basée sur ça. Sur le fait qu'en réalité ce jardin est en danger, en train de s'écrouler, qu'on a passé 35 à 40 ans de sous-investissement. On a 2 murs par terre, on a des murs où il n'y a pas d'arbres fruitiers, on a des questions de drainage et surtout de qu'est-ce que c'est qu'une allée, comment est-ce qu'on les entretient, et on a des questions de tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tout ce qui est souterrain, et il faut savoir que le jardin est
truffée, c'est pas le bon mot peut-être, mais truffée de passages dans laquelle les jardiniers travaillent ou en stock. Et donc, même si ça ne se voit pas, c'est très important de le maintenir parce que, en réalité, c'est parce qu'on maintiendra ces voûtes que les murs ne s'écrouleront pas. Alors, très rapidement pour terminer cette introduction qui a été longue finalement, je ne sais pas où j'en suis, mais c'est pas grave. Construit entre 1678 et 83, une première réhabilitation majeure dans les années 1780. Une deuxième dans les années 1880. Et pas de troisième. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes là, donc début de ma deuxième partie, avec cette situation assez classique, qu'on peut penser paradoxale, mais qui est fondamentalement classique. M. Cabestan l'a mentionné de manière avec un certain humour, même si ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Tout le monde s'intéresse à l'architecture, y compris l'architecture des jardins, mais qui c'est qui s'intéresse à ce qu'il y a dans le jardin, hein? Donc, on connaît bien l'histoire de la structure du jardin, on ne connaît quasiment pas ce qu'on y fait. Alors, bien sûr qu'on a des bribes, on a des morceaux, mais concrètement, il n'y a que 2 plans qui donnent une sorte de répartition des cultures. Il n'y a que, genre, on a des bribes après, genre on peut avoir qu'il y a eu des poires ici ou des groseilles là-bas. Mais à un seul moment dans le temps, savoir comment les choses se répartissent dans le jardin, il n'y a que 2 plans. Je vais dire que 2 plans, même si celle-ci est celle de La Quintini, donc ça c'est ce qu'on appelle le plan Perel, qu'on sait être publié après la mort de La Quintini, donc c'est après 1688, et c'est à peu près en même temps que la publication de l'ouvrage de La Quintini, parce qu'il y a un certain nombre de ressemblances très très étroites. On pourrait dire qu'il y en a 2, mais c'est quand même la même si elles n'ont pas exactement les mêmes informations. Comment est-ce qu'on fait? Alors on peut mettre l'un à côté de l'autre, mais sur le fond, la méthode, on va dire scientifique, c'est de trouver un moyen de les comparer. Et donc le moyen de les comparer, c'était de créer un schéma de couleurs exactement le même, et de appliquer à un plan et à l'autre la même légende de couleur. Parce que sinon, on est dans une sorte de truc où, à un coup d'œil, comment est-ce qu'on fait? Donc là, je vais faire des allers-retours entre ça et ça, parce que je ne voulais pas compliquer la vie ni à moi ni à vous. Toutes les parcelles sont plantées d'arbres. Alors il y en a une là où on pourrait croire... Il y en a une où on dirait qu'il n'y a pas d'arbres, mais en réalité, il y en a là qu'on n'a pas figuré parce que ce n'est pas l'information dans ce plan, mais c'est l'information qui est sur le plan de La Quintini. Et il y a un autre endroit qui est un tout petit peu compliqué, qui est ici, où il y a 2 arbres figurés ici, mais voilà, au milieu d'une parcelle, et sur le plan de La Quintini, c'est bien indiqué qu'il y a des arbres en espalier autour. Mais donc, toutes les parcelles sont plantées en arbres. Certaines parcelles sont plus spécialisées que d'autres. C'est celles qui ont une couleur unie. Une couleur unie. La figuerie en bas à droite, juste à côté la melonnière, ce qui est marron à gauche, c'est la prunelée. Ce qui est marron à droite avec ce qu'on appelle le jardin biais est planté de pêchers, mais on sait qu'au pied des pêchers, il y avait autre chose. Donc, spécialisé, ce n'est pas évident. Et il y a ce petit point de vert clair dit... oui, là c'est écrit pelouse, mais ça devait être... Je n'ai pas pris le bon quand je l'ai dit. Ça devait être formation ornementale, parce que les pelouses, vous allez voir sur le prochain slide, c'est vert foncé. Il y a un petit endroit où il y a des cultures ornementales, donc un peu plus spécialisées. Hein, c'est le dernier point. Donc on va dire que 3 points, toutes les parcelles ont des arbres, certaines parcelles sont plus spécialisées que d'autres, mais en général, les fruits et légumes sont cultivés ensemble, sur les mêmes espaces, et il y a une seule petite parcelle en production ornementale. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, un produit des fleurs qui doivent être utilisés ailleurs. Ce n'est pas une parcelle qui est faite en soi pour être jolie, elle doit être jolie, mais elle doit produire pour ailleurs. Prochain plan, c'est 200 ans plus tard. Hein, je n'ai pas fait exprès, il y en a une qui est à peu près 1690 et l'autre qui est 1889, on doit dire 1890. Donc 200 ans plus tard, c'est un plan fait par quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Édouard André, qui est un des plus grands paysagistes français de la fin du XIXe siècle, qui va devenir professeur de l'art des jardins dans l'école qui est installée dans cet espace depuis 1874, donc 20 ans, on va dire, avant ce plan, 18 ans avant ce plan.
Mais encore une fois, comment est-ce qu'on compare? Ça, c'est sa légende de couleur. On va le passer dans la nôtre. Je vous donne 2 secondes pour le regarder et je reprends 3 points. Premièrement, la structure fondamentale n'a pas changé. Alors, il y a la question de l'augmentation qui est en haut à gauche, qu'en réalité j'aurais dû mentionner plus tôt, qu'on appelle l'aspergeraie, ou close asperge, ou aujourd'hui jardin duhamel du Monceau, mais qui a été ajouté 20 ans après la création du jardin, donc en 1699. Donc ça faisait, on va dire, 180 ans qu'il était là. Donc ça, c'est pas vraiment un changement, mais la structure essentielle de ce grand carré et les points cardinaux n'a pas évolué. Le changement le plus conséquent est la spécialisation des espaces. Il y a une nette séparation des fruits, des légumes et des plantes ornementales. Si on regarde, on voit cette explosion de vert clair, jardin botanique, collection de rosiers, collection de plantes de bruyère. On voit même l'invention d'espaces faits pour être beaux, c'est-à-dire qui n'ont pas de fonction de production de fleurs ou de production de fruits ou de légumes, mais qui sont là pour être un exemple d'un espace qui sont, on va dire, d'embellissement urbain en particulier, mais pas seulement. Donc un parterre à droite, devant les bâtiments, et un espace en pelouse au centre, sur ce qu'on appelle le banc nord. On voit, donc j'ai fait un peu les trois en même temps, il existe donc une extension significative des cultures ornementales, et il faut rappeler que donc c'est une école d'horticulture. Alors une école d'horticulture créée en 1874, il faut savoir qu'il y a eu déjà 2 écoles avant, et que j'essaierai d'argumenter, mais ce n'était pas mon but aujourd'hui, qu'en réalité c'est une école dès le début, que c'est conçu, que cet espace a été conçu comme une école, que ce soit à travers le titre « Instruction pour les jardins fruitiers et potagers » du livre de la Quintini, qui est peut-être plus lié à son passé d'avocat. Mais 2e page ou 3e page de son épître, il dit que le roi est venu s'instruire chez lui, que lui a appris des choses au roi, et en particulier que le roi avait bien compris son système de taille, de la circulation de la sève, ou que ça soit le fait que c'était un lieu d'apprentissage et que c'était conçu comme tel. Mais bon, j'y reviendrai dans un autre moment où Bernard, malgré sa retraite, nous invitera. Parce que je ne pense pas qu'il s'arrêtera pour autant. 3e partie, un peu les résultats. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de mélangé, où il y a eu un début de spécialisation, et qu'on est arrivé à la fin du 19e siècle à un jardin où les espaces sont bien délimités, bien différents, qu'est-ce qu'on fait par rapport à aujourd'hui? Donc c'est le même schéma de couleurs. Étrange. Alors il y a un petit problème, mais je ne vais pas, par rapport à exactement les couleurs, mais on va rester sur ça. Les mêmes couleurs, même chose, je vais vous faire 3 commentaires. 3 commentaires. Encore une fois, la structure fondamentale du jardin n'a pas changé en 130 ans. Donc là, on est sur 2018. Oups, oui. Certaines parcelles semblent moins spécialisées et les arbres fruitiers moins présents. Mais, je vais revenir en arrière, le problème c'est qu'en réalité, sur le plan du 17e, on a beaucoup d'arbres en gobelet, et donc l'espace au sol est occupé. Sur le jardin de la fin du 19e siècle, on a beaucoup d'espaliers, mais le nombre d'arbres a été multiplié par 3. Donc on arrive à 14 000, 15 000 arbres dans le jardin à la fin du 19e. Donc l'occupation au sol est immense. Nous, on a 4 500 arbres à peu près en espalier. Donc l'occupation au sol n'est pas aussi visible. Mais en réalité, elle est aussi importante qu'au 17e, 18e, en termes de nombre. Ça, c'est une première chose. Oups, pardon, là je me perds moi. Donc c'est une illusion, en quelque sorte, de la cartographie, où la nôtre est plus exacte, en termes d'occupation au sol des arbres fruitiers. Et dernièrement, et peut-être la chose la plus frappante, c'est l'extension des espaces enherbés, qui fait que notre architecte en chef des monuments historiques me dit « Mais Antoine, vous faites un désert vert ». Je vais vous en parler avec la prochaine image, avec les prochaines images.
Parce qu'une fois qu'on a fait 2018, la vraie question c'est, si on a un problème du jardin qui s'écroule, c'est qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans? Donc ça, c'est une projection de ce que le jardin devient d'ici 10 ans. Je vous laisse regarder un tout petit peu, et je reprends mes 3 ou 4 points. Encore, la structure est conservée. Alors, il faut mettre un E, et E sur conserver, tout d'un coup. Ah ouais. Bon, il est proposé, là je crois que ça va, une extension des espaces occupés par les arbres fruitiers. Concrètement, on a plus, on a une présence plus affirmée, un retour, vous verrez les ronds, un retour de l'arbre en gobelet. Pas nécessairement cultivé de la même manière qu'au XVIIe, XVIIIe, mais un retour de l'arbre en gobelet. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on est de nouveau dans un système où les arbres, ou plutôt les fruits, les légumes et les fleurs, sont cultivés ensemble. Et cette extension de la pelouse ou du verre n'est pas que, il ne faut pas le voir que comme, un désert vert. En réalité, c'est bel et bien un couvre-sol et une production de biomasse. C'est-à-dire que pour que ce jardin puisse continuer à vivre, il faut qu'on réussisse à l'intérieur de le nourrir. On ne peut pas le nourrir exclusivement en intrants. On n'a plus les écuries du roi, on n'a plus les mêmes déchets urbains. Et comment est-ce qu'on peut créer un système le plus résilient possible et continuer à produire? Eh bien, en quelque sorte, on a pris nos 2 hectares, d'allées, et on en a fait un espace de production pour le jardin. Mais non pas un espace de production de fruits et de légumes, mais de biomasse, de carbone, d'azote, qu'on utilise pour nourrir le reste du jardin. Ça pose la question, et c'est ça que notre architecte en chef des monuments historiques, j'espère, a compris suite à la visite, c'est que oui, bien sûr, il faut continuer à dessiner le jardin. Mais on dessine le jardin autrement qu'avec les allées, on les dessine avec les bordures et avec la manière d'occuper les espaces sous les arbres. Finalement, ce plan, selon moi, dans ma position, est une affirmation du caractère historique du jardin. C'est-à-dire que beaucoup de personnes réagissent à ce qu'on fait en disant qu'en réalité, on veut faire un jardin moderne, on veut faire, on va dire, Florent me l'a encore dit hier gentiment, c'est encore un jardin de gauchistes, tandis que, ou gauchisante, on va dire, tandis que sur le fond, ce qu'on essaie de, sur le fond, de mon côté conservateur, on est en train de réaffirmer son caractère historique avec un retour, une évocation, plutôt qu'un retour, parce qu'on avance, vers une structure correspondant à l'histoire. Mais pour nos besoins d'aujourd'hui. Les 4 ensemble, donc 1690, 1890 et les 2 récentes, j'espère que vous suivez cet argument sur la structure historique conservée et même en partie retrouvée. Un jardin nourricier historique, je trouve que kitchen garden est quelque chose qui marche mieux. Parce que potager, les gens pensent vegetables. C'est pas évident, finalement, la traduction d'un mot à l'autre. Mais pour moi, les 2 choses, une fois qu'on a dit jardin historique, c'est retrouver le fait que c'est une école depuis le début, avec des enjeux d'espace urbain qui sont des questions de paysage comestible, c'est des questions de mixité d'usage, de dire que ce n'est plus qu'une, tout comme au XVIIe par ailleurs, ce n'est plus un espace de production ou seulement d'enseignement, c'est un espace dans lequel beaucoup de choses différentes se passent. Et quelque part, quand je dis ferme urbaine, quand j'écris ferme urbaine, c'est le côté expérimental du site qui était déjà affirmé au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui aujourd'hui est fondamental comme relais, comme lien entre, on va dire, nos espaces urbains, nos espaces ruraux, j'aime pas le mot, campagnardes, parce que sur le fond, l'urbain n'existe pas sans la campagne, et la campagne n'existe pas vraiment sans l'urbain. J'espère que vous avez suivi cette question de la structure des jardins, non pas comme l'histoire d'un jardin, mais comme l'histoire de l'évolution d'une société, parce que cette question de la spécialisation
du jardin au 18, déjà un peu au 18e, mais surtout au 19e siècle, c'est l'histoire de notre agriculture. Ce n'est pas juste l'histoire du potager du roi. Hein. Et que finalement, les questions qu'on essaie de résoudre dans ce jardin sont des questions qui s'appliquent partout. Quel bilan carbone, quel système de santé, alors je devrais le lire parce que je suis en train de le faire différemment que ce que j'ai écrit là. Ce n'est pas des questions qui s'appliquent que chez nous. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Encore un petit quart d'heure. Ah ben, on arrive à la fin, donc j'ai réussi à peut-être laisser du temps aux questions. Pour moi, on peut parler du côté, on va dire, expérimental, mais le dernier commentaire est très important, parce que finalement, il n'y a pas de centre de recherche, malgré le master jardin historique, patrimoine et paysage, il n'y a pas de vrai centre de recherche sur les jardins urbains, sur le devenir des jardins historiques, et pourtant, tout, j'exagère, mais dans notre société de patrimonialisation, il faut bien qu'on prenne en compte que la quasi-totalité des espaces urbains aujourd'hui entretenus sont devenus historiques. Et donc la question de comment on les fait évoluer n'est pas juste une question pour les jardins historiques classés. Donc comment est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on enseigne? Les objectifs au potager du roi sont évidemment de conserver et partager l'atmosphère unique de ce jardin. Le conserver veut dire aussi le reconnaître son caractère de patrimoine vivant, lieu d'accumulation, lieu d'évolution, parce que les plantes, c'est ce qu'elles font. Hein. Que l'enjeu global, c'est celle du bien vivre et du bien manger dans notre société, et une des solutions qu'on peut proposer, une solution c'est trop fort, une des pistes qu'on propose pour ce bien vivre et ce bien manger, c'est la question du paysagiste, du paysage et de la manière de s'inscrire dans l'environnement. Merci à vous. Merci, cher Antoine, d'avoir tenu les délais. C'est vraiment très, très agréable. Je ne suis pas obligé encore de sévir, vraiment. Je le regrette presque parce que vraiment, ce serait un plaisir. Je voulais vraiment te remercier pour cet éclairage qui est beaucoup mieux qu'une simple déroulée des siècles, mais qui pose au fond les problèmes de la question cruciale, que nous sommes très sensibles à l'école d'architecture de Versailles dans cette formation que tu as fait l'amitié de rappeler. La question des plans de gestion, comment est-ce que ce devenir des jardins, c'est primordial. Je ne sais pas si tout le monde, comme on a un tout petit peu de temps, est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'on pourrait revenir à cette image où il y avait les 4 états, n'est-ce pas? Parce que tu étais un peu avare, tu étais tellement inquiet d'arriver dans les temps. En somme, quels sont... Alors, parce qu'on voit bien que la question, j'entends l'architecte en chef, mais c'est un désert. À quel moment, en somme, est-ce qu'on a végétalisé toutes les allées? Ce qui m'a frappé, n'est-ce pas? J'admets que c'est à mon arrivée. C'est très bien. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien vu à quel point le potager, c'était des allées? Alors, on n'a pas tout enherbé, hein. Attendez, faut que je sois... Mais c'est pas du tout une attaque, c'est juste pour comprendre. C'est pas du tout... Non, mais c'est parce que c'est ça la question de la conservation de la structure. Il y avait un début d'enherbement avant que j'arrive, mais qui était limité à l'intérieur des carrés et à ce jardin et celui-ci. Et moi, je l'ai étendu au reste. Et quand j'ai commencé à le faire, c'était moins par rapport à la production de biomasse, c'était plus une réponse de gestionnaire à la volonté de ne plus mettre de glyphosate à côté des fraisiers qu'on allait ramasser, cueillir le jour après, et le temps de travail. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas mettre du glyphosate, si je ne voulais pas mettre de glyphosate par rapport aux pratiques, on va dire, de la visite du jardin et autres, il fallait que je trouve une solution, et la solution la moins chère, c'était d'engazonner, parce qu'on pouvait tondre, point. Et on pouvait tondre, on n'était pas sur une pelouse ou un golf, donc on pouvait aller un peu plus loin. Voilà. On avait un choix dans le rythme qui était tout autre. Mais quand on l'a fait, on a choisi certaines choses. On a choisi que ce qu'on appelle la grande croix reste non enherbé. On a choisi que le tour du grand carré reste non enherbé. Donc là,
Encore aujourd'hui, un truc que je ne supporte pas, sur certains espaces où on ne peut pas passer avec ce qu'on appelle un rabot de piste, en désherbe thermique, ce que je ne trouve, je suis contre, mais bon, je n'ai pas encore trouvé d'autres solutions avec les jardiniers. Je suis contre parce que c'est encore une utilisation de ressources non renouvelables, et puis c'est extraordinairement lent. C'est-à-dire que le jardinier... Il vaut mieux arracher les herbes alors. Non, parce que ça marche pas pareil. Parce que, encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est sur des allées. Arracher les herbes, je suis d'accord quand on est sur du sol meuble, mais là on est sur des stabilisés, on est sur des gravillons, on ne sort jamais la racine avec, tandis que là, on réussit à... Alors voilà, on a conservé la structure, on a quand même pris quelques décisions où on va enherber des espaces supplémentaires d'ici 2028. Merci de ces explications. Est-ce que, avant de passer dernière chose, je ne peux pas résister. En plus, ça améliore l'accessibilité pour le visiteur. C'est une affaire entendue. Est-ce que on voudrait prendre peut-être une question? Oui, Hélène? Moi, j'aurais une question. Vous avez montré dans toutes les poires, là, il y avait un faux ami, c'était le nashi, qui clairement, j'imagine, n'existait pas. C'est quand même une poire. Hein, voilà. Mais qui n'était pas là au XVIIe, au XVIIIe siècle. Est-ce que vous avez eu des critiques par rapport à ça? Et puis, comment est-ce que c'est une tendance d'introduire des espèces qui sont arrivées en Europe plus tard? Est-ce que c'est une volonté particulière? Alors, on en parlait un peu tout à l'heure indirectement. Moi, je vais le répondre en disant que j'ai de la chance. J'ai de la chance, je n'ai besoin de respecter aucune restriction historique. Parce qu'on est dans un jardin qui était déjà dans l'accumulation de nouveautés. La Quintini écrit au mot jardinier de son explication des termes de jardinage que le métier du jardinier, c'est faire de la nouveauté. Alors, dans son mot, c'est plutôt dans le sens primaire. Mais c'est clairement l'idée qu'on va chercher des choses nouvelles, et il écrit à plusieurs reprises qu'il a, on va dire, il ne dit pas réseau, mais il a des amis curieux à qui il écrit pour qu'il leur envoie, qu'eux lui envoient leurs dernières nouveautés. Et donc c'est un jardin qui a toujours accumulé, genre que ce soit le caféier, que ce soit les fraisiers d'Amérique, que ce soit le manguier, le banane, genre pour parler exotique, ou que ce soit, on va dire, les plantes dites nouvelles. Je ne peux pas résister parce que c'est un de ces trucs où on pense encore une fois que tout est déjà connu, mais c'est absolument pas le cas, où on dit qu'il n'y a pas de tomates à Versailles au XVIIe siècle, sauf qu'il y en a dans la chambre du roi, salon de Mercure, peint dans les années 1670, la fin des années 1670. Et il est vrai que la Quintini ne les mentionne pas, mais ça serait étonnant qu'ils ne les connaissent pas. Voilà. Donc on peut toujours accumuler. On a des kiwis, on a des kiwis, on ajoute toujours dans la logique de cette ouverture et de cette recherche de trouver des solutions à ce qui on pourrait dire être la commande essentielle, qui est la commande du roi. Mais cette commande essentielle du roi, pour moi, il faut la traduire en termes modernes. On va dire, il faut faire la distinction entre la personnalité morale et la personnalité physique. C'est la personnalité morale, et donc la personnalité morale, aujourd'hui, c'est la République, c'est la société. Donc c'est à ça qu'on répond.